envie de vous tourner le dos en même temps. C'est quand même un tout petit peu le cas de ce côté-là. On va essayer d'avoir un échange qui soit à la fois vif, constructif et interactif pendant 1 heure sur le magasin de demain, le retail de demain. La rencontre est intitulée Store of Tomorrow. Évidemment, quand on le dit en anglais, ça fait tout de suite beaucoup plus tech et prospectif. Donc on va essayer d'être à ce niveau-là de pensée et de réflexion avec 3 invités. Je vous présente d'abord Élise Mazurel. Bonjour Élise. Bonjour. Qui est Head of Marketing de Clépierre. Et Clépierre, vous allez nous le dire tout de suite, mais enfin juste après qu'on ait dit bonjour à tout le monde. Julien Hervé, directeur innovation de Gémeaux, bonjour. Et Régis Penel, qui pour l'instant est privé de micro, CEO de l'Exception, qui est un magasin, un pop-up store, vous allez voir, assez original. Élise, un petit mot, et vous allez tous faire un petit tour de piste comme ça pendant quelques secondes pour nous dire d'abord ce qu'est Clépierre pour ceux qui ne sauraient pas, et puis quel est votre rayon d'action à vous en tant qu'Élise dans la dimension retail de Clépierre. Alors Clépierre, c'est une foncière immobilière qui gère des centres commerciaux. On a 150 centres commerciaux en Europe, ce qui représente à peu près un portefeuille de 23 milliards d'actifs pour avoir 2-3 chiffres clés en tête. Et on accueille chaque année 1,1 milliard de visiteurs par an dans nos centres. Donc c'est un vrai hub d'audience conséquent. Voilà pour la partie Clépierre. Et après, ce que moi je fais chez Clépierre, donc je m'occupe plus spécifiquement de toute la dimension marketing, digital et innovation. Donc à la fois sur comment on travaille le marketing de nos centres pour générer plus de trafic, faire rester les gens plus longtemps chez nous, pour qu'ils puissent profiter de l'ensemble des magasins sur place. Et des pop-up stores, bien sûr. Et on travaille aussi beaucoup sur la dimension innovation parce que notre conviction, c'est qu'il faut travailler sur le futur du retail. Et on travaille beaucoup sur ces sujets aussi de manière collaborative avec nos retailers. Voilà. Qui sont toutes les grandes enseignes qu'on peut trouver dans les centres commerciaux, en fait. Tout à fait. H&M, Sephora, Gémeaux. Et on peut voir qu'il peut y avoir des échanges d'intelligence, notamment au niveau des données, par exemple, pour comprendre un peu mieux les parcours clients. Julien, vous êtes directeur innovation chez Gémeaux. Gémeaux, c'est combien de magasins ? Gémeaux, c'est 470 magasins. Donc c'est le 8e acteur mode aujourd'hui en France. Il fait partie du groupe Eram. Donc on est situé dans les Mauges. C'est 460 magasins, c'est 900 millions de chiffre d'affaires. On fait de la mode, vêtements, chaussures, accessoires pour toute la famille, hommes, femmes, enfants, bébés. À l'intérieur de ça, moi je suis le directeur innovation de l'enseigne. C'est directeur innovation de tous azimuts, c'est-à-dire que je vais traiter autant des produits que de la digitalisation des magasins, que de nouveaux modes de supply, de logistique, etc. Voilà, effectivement, nous aussi, Gémeaux, on est beaucoup tourné vers l'innovation dans un marché de mode où tout le monde a des prix très bas, la concurrence se durcit, où tout le monde est très mode. Et donc, l'aspérité doit venir aujourd'hui des services qu'on propose et de l'innovation qu'on propose pour se différencier des autres. On y croit beaucoup. Et donc, on travaille énormément sur le service client dans cette optique. Merci, on va revenir vers vous. Régis, donc vous êtes le créateur et le dirigeant de l'Exception. Donc sur votre zone d'action, on a tous compris de quoi il s'agit. Par contre, l'Exception, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, l'Exception est un concept store qui a démarré en ligne en 2011 et qui est spécialisé dans les créateurs français. On a aujourd'hui 400 marques, à peu près 100 000 clients. Et en fait, on a démarré donc 100% sur Internet et on a ouvert une boutique en avril dernier, donc avril 2016, à la canopée du Forum des Halles, et qui est une boutique qui fait 360 mètres carrés, donc une très grande boutique, et qui est une boutique particulièrement connectée, et nous avons travaillé là-dessus sur les problématiques omnicanales en général, qui sont à la fois le drive to store, les essayages en boutique, la réservation de stock, la visibilité des stocks sur le web, voilà, donc tout ce qui est flux omnicanal et comment est-ce qu'on arrive à gérer des stocks qui soient à la fois présents à la fois sur le web et en boutique et répondre aux besoins du client en fait. Avant de parler des aspects connectés, on va commencer par la base. Quand on rentre dans les magasins de nouvelle génération, et le vôtre en particulier, dans ces espaces de vente et de proposition, il y a une mise en scène des produits qui aujourd'hui a complètement changé. En fait, c'est d'abord ça qui marque aujourd'hui. Et vous faites tous de la mise en scène des produits. Comment est-ce qu'on apprend cette mise en scène d'une certaine façon et comment est-ce qu'on la fait évoluer ? Alors non, c'est pour moi alors. En fait,
C'est un peu contre-intuitif, mais en fait, on est revenu finalement, lorsqu'on a ouvert la boutique, on avait plein d'idées sur la digitalisation du point de vente, sur le fait que, tiens, il y a des gens qui vont pouvoir acheter des vêtements sur des écrans. Vous savez, les fameuses vitrines connectées, etc. Est-ce que quelqu'un a envie de s'acheter une robe sur une vitrine? En réalité, ça, je pense pas, ça n'a aucun intérêt. Et donc, en fait, on est revenu à un bon vieux concept store avec des vêtements. Par contre, ce que les gens vont chercher, c'est du service. Et en fait, c'est ça aujourd'hui, pour nous, le Stores of Tomorrow, hein, vu que c'est le sujet du jour. Il s'agit de pouvoir donner dans la boutique tout un tas de services que les clients ne trouveront pas ailleurs et qu'ils ne trouveraient pas dans une boutique traditionnelle. Donc effectivement, chez nous, il y a seulement à peine 10% des références qui sont en ligne, qui sont disponibles en boutique. Mais un client peut demander à essayer n'importe quelle pièce, à venir sur rendez-vous pour l'essayer, c'est en 24 heures. Peut demander à acheter en boutique un produit qui n'est pas disponible dans sa taille et se le faire livrer. Enfin, tous les services qu'on peut apporter aujourd'hui en e-commerce, mais qu'on va faire dans la boutique en fait. Vous, Julien, vous faites une vraie mise en scène des produits. Là, pour le coup, il y a un vrai travail de fond qui se fait là-dessus. Oui, alors on parle beaucoup effectivement de l'antagonisme entre le digital et le physique. Nous, on a 500 magasins, 90% du marché aujourd'hui dans des magasins physiques. Les gens viennent en magasin et qu'est-ce qu'ils cherchent quand même à voir le produit. Et il y a tout un travail de séduction effectivement opéré. On reste quand même sur cette valeur de base de dire il faut qu'on ait le premier aspect du produit, de ce qu'on propose, ça soit visible, ça soit clairement identifiable et que ça donne envie. Donc il y a eu un gros travail effectivement qui a été fait au moment où on a revu notre plateforme de marque. On a revu en même temps les concepts de magasins pour avoir tous des systèmes de dressing, de mise en avant, beaucoup de mannequins qui revient. Il y a eu une question effectivement, moins de mannequins, plus d'écrans, de porter en mannequin, ça c'est très important de donner ces visuels-là. Tout, et je te rejoins effectivement, mais en prenant en compte non seulement cette séduction, mais aussi lors d'un parcours client qui soit aussi agréable. Et on s'est rendu compte que le parcours devient aussi important que ce qu'on voit et que la séduction des produits. Et que donc c'est tout un ensemble, on ne rentre pas voir des produits, on rentre plutôt dans un univers. Et c'est important d'arriver à recréer en magasin cet univers et notre ADN à pouvoir l'exprimer directement au client. Quand on s'est parlé un peu avant, vous m'avez dit qu'il faut absolument éliminer tous les irritants. C'est tout ce qui peut, à un moment précis, faire scrunch dans le parcours client. C'est-à-dire toute l'expérience doit être extrêmement lisse. Et vous avez même cité en fait l'idée d'avoir une sorte d'expérience Amazon dans le retail, dans le physique, en fait. Quelque chose qui soit tellement évident qu'on ne se pose même pas la question de comment ça s'est fait. On parle beaucoup d'Amazon, effectivement, et il y a eu toute une période d'Amazon bashing en disant ils n'ont rien d'exceptionnel, il est où l'effet waouh, voilà, c'est pas magique. Et ce que je crois, et ce dont je suis persuadé, c'est que en fait, la magie, souvent, elle vient de la simplicité. Quand on va sur Amazon, on ne se pose aucune question parce que tout est simple, tout est fluide. Je cherche un produit, je le trouve, il est au bon prix, il est chez moi en 1 heure. Tout se passe d'une façon très fluide. Et le Store de Tomorrow, le magasin de demain, pour moi, c'est exactement ça. C'est qu'on ne va plus aller acheter un produit, rentrer dans un processus shopping. On va rentrer dans une expérience dans laquelle le shopping sera fluide et sera plus central. On va vivre cette expérience et tout d'un coup, on va voir un produit, on va le prendre, il sera dans la bonne taille. Ou alors, s'il n'est pas dans la bonne taille, tout de suite, on nous donne une occasion d'avoir une alternative. Quand je vais essayer un produit que je n'ai pas ma taille, ça arrive. Quand je dois payer, je peux payer soit à la caisse, à un autre endroit. Enfin, et voilà. Et en fait, la grande magie et l'effet waouh, c'est qu'il ne se passe aucun moment négatif dans le parcours. Et c'est ça le nouveau waouh. Et on ne se rend pas compte qu'il s'est passé des trucs incroyables parce que l'expérience a été d'une fluidité absolue. Et donc moi, voilà, la magie, elle est dans la simplicité. Pour moi, c'est la grande démonstration d'Amazon. Et c'est ce qu'on essaye de faire parce que malheureusement, encore aujourd'hui, à notre époque, il y a énormément d'irritants en magasin. J'arrive, j'ai mes sacs à porter. Qu'est-ce que j'en fais? Je les pose où? J'arrive en cabine, je veux des avis, à qui je les demande? Et voilà, alors après on pourra peut-être parler des solutions qu'on... Sur une échelle de 1 à 100 du nirvana de la fluidité dans le magasin, vous en êtes où aujourd'hui? Sur cette échelle-là, combien de temps il faudra pour arriver à 100? Le 100 évolue toujours. Malheureusement, le 100 il bouge en même temps que nous parce que les besoins aussi évoluent. On se pose beaucoup la question, est-ce que les gens vont venir? Donc il y a aussi se dire, pour les faire venir, il faut encore pousser encore plus loin ce qu'on va proposer. Nous, je dirais, ce qui est important, en tout cas dans notre métier, c'est de savoir que les gens, ils ne viennent plus forcément que pour le produit en magasin. J'aime bien cette phrase, je ne sais pas à qui je l'ai volée, mais on vient plus simplement pour les produits, on vient pour les gens. On vient pour du contact social. On vient pour participer à une expérience avec d'autres personnes. Et je pense que la prise en considération de ce phénomène-là fait qu'on passe au moins le 50%, évidemment, et que c'est le grand passage à faire aujourd'hui.
et de devenir de plus en plus des gens qui sont très bons dans l'exécution et opérationnellement, sachant dès le départ qu'on a sécurisé le produit qui est de très bonne qualité, qui est mode, qui est accessible, qui est au bon prix, etc. Donc c'est un process en cours, je ne saurais pas nous placer, mais en tout cas, on a décidé d'aller dans le sens de l'expérience client. Donc il faut réenchanter avec de la fluidité, il faut réhumaniser en fait toutes ces expériences. Et d'ailleurs chez vous, Clépierre, on va plus loin parce qu'en fait maintenant vous êtes dans une dimension vraiment de retailtainment. En fait, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. On va au centre commercial, il faut qu'on soit marqué par son expérience. Oui, c'est vrai que nous, des leviers pour continuer à faire venir les gens, parce que c'est vrai qu'ils ont l'alternative de rester chez eux dans leur canapé et de commander tout sur Amazon. Pour les faire venir chez nous, l'enjeu c'est de réenchanter le parcours client. Donc je rejoins complètement ce qui a été dit avant. Et en fait, nous, du coup, on se positionne, notre signature c'est Let's Play, et on veut positionner nos centres comme des lieux de ce qu'on appelle retailtainment. Donc bien sûr centré autour du retail, parce que c'est le cœur de notre offre, mais avec des expériences en plus à vivre. Et nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on capitalise beaucoup sur les réseaux sociaux et qu'on transpose en fait nos communautés digitales vers le monde physique, parce qu'on a un ancrage local très fort et qu'on peut aller chercher ces nouvelles personnes dans le monde du digital et les faire se rencontrer dans un lieu physique, parce que ce qu'ils recherchent, c'est en effet rencontrer d'autres gens de la même communauté. Et pour donner un exemple très concret, on a fait ça avec le premier casting physique des reines du shopping dans nos centres. Historiquement, on ne pouvait être casté que d'un point de vue digital pour l'émission Les Reines du Shopping. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission très prisée sur M6, présentée par Christina Cordula. Et en fait, on a organisé le premier casting physique dans nos centres. Et on a connu un énorme succès, d'abord viral, 3,2 millions de vues sur la vidéo teaser. Mais surtout, ça a généré énormément de trafic en magasin, parce qu'en fait, tous ces gens-là, ils se parlent sur le net, mais ils ne se connaissent pas physiquement. Et le fait de pouvoir se rencontrer, de discuter de leur passion commune autour de cette émission, etc., ça a généré beaucoup de buzz et beaucoup de trafic physique. Donc l'idée, c'est d'amener des communautés aussi dans les... Exactement, c'est vraiment de transposer des communautés digitales dans le monde physique pour réenchanter le parcours client. Quel rapport vous faites entre réenchantement et réhumanisation en fait? Vous disiez tout à l'heure que la valeur humaine est la valeur centrale en fait de votre système. Donc ça veut dire qu'on le pense comment, le rapport humain qui s'instaure dans vos espaces? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'exception est déjà présente sur Internet avec une grande clientèle. Donc, la raison pour laquelle les gens viennent à la boutique, c'est vraiment pour découvrir du conseil. Alors, il y a deux possibilités, avoir le conseil des vendeurs ou voir un produit en vrai. C'est vrai que souvent, certains clients vont pas savoir comment le produit taille, vont avoir besoin de toucher les matières. Lorsqu'on achète un costume, c'est forcément mieux de l'essayer en boutique que de l'acheter sur Internet. Donc il y a cette première partie-là. Et donc la deuxième partie, effectivement, le côté humain, ce sont vraiment, la plupart des clients ont envie d'interagir avec quelqu'un, d'avoir des conseils, qu'on lui dise comment assortir son produit, qu'on lui parle de la marque. Et il y a une grosse partie fidélisation aussi qui se fait forcément par le personnel de vente, très clairement. Il y a des clients qui vont chercher des vendeurs spécifiquement, qui savent qu'ils sont là certains jours. On a mis en place, comme les vraies boutiques à l'ancienne, des fichiers clients où certaines clientes vont rappeler leurs clients en disant tiens, j'ai vu tel produit, je pense que ça va vous intéresser. On est vraiment dans du vrai retail, entre guillemets, malgré l'ADN digital. Vous retournez aux vérités essentielles du bon commerce d'avant le web, en fait. Finalement. Exactement. Alors, en fait, c'est mixer le bon commerce, donc le côté humain du bon commerce, et en même temps les technologies de l'Internet, c'est-à-dire qu'en même temps, le client, on sait très bien qui il est, où il habite, on sait très bien quelle marque il aime, quels sont les produits qu'il a vus, qu'est-ce qu'il a acheté précédemment, quelles sont ses tailles. Donc, en fait, on peut dire au client, on sait que ce produit-là est fait pour vous, parce qu'on sait qu'elle aime telle marque, elle fait telle taille, le produit est arrivé dans sa taille, donc on va lui dire, vous pouvez passer ce week-end et vous le trouverez. On le sait, comment les personnes chez vous le savent justement? Quelles sont les datas que vous récupérez et comment vous les traitez? Alors en fait, on a un compte client unifié, c'est-à-dire que les clients vont retrouver dans leur compte client à la fois les commandes qui passent en ligne et les commandes qui passent en boutique. Donc en fait, au début, c'est un peu déroutant parce que les clients, du coup, payent en self-checkout sur des Mac. Simplement, ils se connectent à leur compte client et ils vont payer dessus. Même si on a un encaissement qui est TPE classique, mais en tout cas toute l'interface est comme une interface Internet, ce qui fait que ça a deux avantages. Alors, le premier avantage, c'est que les clients qui ne sont pas encore clients chez l'Exception découvrent le site Internet et se disent « Ah oui, c'est un site Internet ».
Et ce qui en découle, c'est que forcément, ils sont passés en boutique, mais que derrière, ils reçoivent un email en leur disant merci d'être venu en boutique. Et puis après, on peut mettre en place des scénarios CRM, etc. Et le deuxième avantage, c'est qu'effectivement, les clients bénéficient en achetant sur Internet en achetant en boutique, de toutes les garanties de l'Internet. C'est-à-dire que le client, par exemple, dans une cliente de province, elle est à Paris, elle fait du shopping, elle rentre chez elle à Marseille, et ben elle dit je veux retourner mon produit, elle va sur son compte client, elle demande le retour, elle télécharge son bon Cosissimo, elle met à la poste, on reçoit le produit à l'entrepôt, même si elle l'a acheté en boutique, c'est pas un problème, on rembourse à distance. Donc on a vraiment cette facilité-là. Aujourd'hui, on a des clients à l'étranger. On avait un gros client, on revient sur l'histoire des sacs et tout ça, un gros client new-yorkais qui était là pour Noël dernier, qui a fait tous ses achats à la boutique et qui a dit livrez-moi à New York. Et voilà, du coup, c'est parti directement en livraison. Donc en fait, on arrive vraiment à une qualité de service qui est 100% intégrée, ce qui est un gros avantage pour nos clients. Comment est-ce que vous faites, vous, dans vos supermarchés ou chez Gémeaux pour capter de l'information? En fait, il y a plusieurs solutions, parce qu'il y a évidemment la solution comme ça lorsqu'on va faire du check-out, par exemple, on peut avoir des informations. Lorsqu'on fait de la préparation en ligne, il y a des informations. Mais vous allez plus loin avec des beacons, par exemple. Vous captez un petit peu les parcours clients grâce à des beacons et ça devient beaucoup plus précis, là. Oui, tout à fait. Alors, il y a deux typologies de tracking, entre guillemets. Il y a tout ce qui est tracking de comportement physique et en effet tout ce qui est suivi des comportements digitaux. Et nous, notre enjeu, c'est de pouvoir réconcilier les deux, et c'est exactement ce que vous faites sur l'exception. Et nous, notre enjeu, c'est de le faire avec un hub d'audience de 1,1 milliard de visiteurs. Donc, on est convaincus qu'on sera bien meilleur dans la personnalisation pour nous, mais aussi pour nos retailers. Et en fait, ce qu'on trouve intéressant, notamment dans le suivi des comportements physiques qu'on peut avoir maintenant via le suivi de ce qu'on appelle l'ID téléphonique. Alors après, ça peut être via Bluetooth, via Wi-Fi, enfin, il y a plusieurs technologies qui le permettent. Mais ça nous permet d'avoir des données, par exemple, de cross-visiting. Et ça, c'est des choses qu'on trouve hyper intéressantes à partager avec les retailers, parce qu'on a vraiment des données complémentaires, vous, sur la connaissance de vos clients, et nous, sur la connaissance de l'écosystème marchand qui est autour. Et donc ça, c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. On va lancer un pilote là avec plusieurs retailers avec nous, pour les alimenter en suivi des comportements physiques, et pouvoir leur donner aussi des données un peu plus panel, on va dire, parce qu'on a la vision d'ensemble du centre commercial. Et derrière ça, c'est beaucoup plus de personnalisation. On s'en sert aussi pour lever les irritants. Juste pour donner un exemple très concret et rebondir là-dessus, on se sert des beacons aussi pour, par exemple, faciliter le fait de retrouver sa voiture dans un parking de centre commercial. Parce que je pense que c'est un des premiers sujets assez complexe quand on est dans un centre commercial. Surtout si votre expérience est réussie et qu'on reste longtemps. Donc exactement. On se souvient de moi, on a mis sa voiture. Encore moins. Surtout si on a vécu des expériences. On s'en souvient encore moins. Non, en gros, on est capable de savoir quand les gens sont arrivés. On est capable de savoir sur quelle place ils sont grâce au beacon. Et on peut leur envoyer un message pour leur dire « vous êtes à telle place ». Et ensuite, quand ils se promènent dans le centre et qu'ils veulent repartir, on est capable de les géolocaliser et de leur dire, s'ils sont d'accord, c'est toujours bien sûr soumis à ce qu'on appelle l'opt-in, on ne le fait pas s'ils ne veulent pas. La géolocalisation permet derrière de les ramener à leur voiture en temps réel, comme un Google Maps, quoi. Et c'est vrai que c'est une formidable opportunité, non seulement de personnaliser nos discours vis-à-vis des clients, de partager ces données avec les retailers, et enfin d'apporter du service additionnel pour simplifier le parcours client. Alors vous disiez qu'il y avait des beacons qui vous permettent de savoir où les gens vont, où sont les points d'achoppement, et vous partagez ces informations, c'est de l'open data, avec les différents magasins qui sont là, les enseignes qui sont là en fait. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette notion-là que tout ce qui sort de ces beacons-là va devoir être partagé, ou comment ça se passe? Comment vous faites la répartition? Là, on est en test, donc c'est vraiment une logique de test and learn, mais en tout cas, nous, notre conviction, c'est qu'on a intérêt à faire cet exercice ensemble, parce que c'est des clients qui sont en commun. Pour les retailers, c'est un vecteur de recrutement de nouveaux clients, parce que du coup, ils ont une vision d'ensemble du centre et pas que de leurs propres clients. Donc c'est des données très intéressantes pour mieux personnaliser et mieux recruter les clients. Donc oui, moi, ma vision, c'est que sur ces sujets-là, on a intérêt à partager la donnée. Et c'est pour ça que là, on lance ce test et qu'on propose aux retailers de le faire avec nous. On prend en charge le pilote et on partage la donnée avec eux, parce qu'on sait que derrière, c'est un vecteur d'augmentation du chiffre d'affaires. Et à la fin, on a quand même un seul et même intérêt commun, qui est de continuer à générer du trafic physique dans nos magasins et de continuer à augmenter le chiffre d'affaires. Julien, vous faites ça avec de la triangulation Wi-Fi, ce qui est une autre technique, mais enfin, le résultat est le même. Vous savez vraiment comment on se balade dans vos magasins. C'est important pour vous aussi, ça.
Oui, alors effectivement, ce que tu disais, Elise, c'est hyper intéressant pour nous parce que nous, on a de la donnée sur le client Gémeaux, qu'est-ce qu'il fait, plus des études de panel. Voilà, on sait ce qu'il a dépensé à côté, mais euh, comment dire, l'étude centre commercial est très pertinente. Nous, la nouvelle plateforme de Marc Gémeaux, c'est la mode qui vous aime. Quand on dit ça, ça veut dire c'est la mode qui s'adapte à vous, qui s'adapte à chacun des clients. Donc on revient dans des problématiques effectivement de personnalisation. Et si on veut que le parcours client soit fluide, il faut que ce soit un parcours effectivement qui s'adapte à chacun. Donc pour aller jusqu'au bout de cette conviction et pas que ça reste juste des paroles en l'air, il y a plusieurs, effectivement, on étudie le client. Alors sur tout ce qu'on dit sur la donnée client, on est en personnalisation, en individualisation, mais on n'est pas au nom, on est en anonymisé évidemment. Et donc nous on a un des deux piliers, c'est effectivement le programme fidélité, où on a quelques 4 millions d'embasés. Et ça nous permet de clusteriser notre base, de faire des grands ensembles, ceux qui consomment que de la chaussure, ceux qui consomment du textile, ceux qui consomment pour leur famille, donc ceux qui ont une famille, ceux qui viennent qu'une fois tous les 6 mois. Et effectivement, tous ces ensembles-là, déjà, ça nous donne une première indication et on sait comment les ressolliciter. Et on adapte à chacun de ces clusters, une façon d'aller vers eux. Après, effectivement, une fois qu'on sait les comportements, ce qui est important, c'est aussi de voir les parcours et de suivre avec la problématique qu'effectivement, on a un site marchand et 500 magasins, et donc de savoir quels sont les parcours. Aujourd'hui, il y a ceux qui commencent sur le site et qui vont acheter en magasin, il y a ceux qui font du showrooming en magasin et qui finissent sur le site, etc., tous les comparatifs. Donc ce parcours est très important. Donc on essaye de mettre en place des mécaniques avec, par exemple, des pushes de publicité hors magasin, avec la géolocalisation, et de venir contrôler en magasin qui est venu suite à ça, par exemple. Après, on a aussi effectivement du suivi de parcours en magasin pour savoir quelles sont les zones chaudes, où le client va, par quoi il commence, combien de temps il reste dans une cabine, est-ce qu'il reste trop longtemps aussi en caisse ou pas. Et on va suivre vraiment ces parcours individualisés un par un dans le magasin pour savoir comment ça se concrétise finalement. Achat, pas achat, ressorti, voilà. Et effectivement, aujourd'hui, la grande problématique, c'est d'arriver à matcher ce qui se passe sur le digital et ce qui se passe en magasin, déjà à notre niveau, pour savoir comment on arrive. Enfin voilà, c'est quoi les parcours. Il y a autant de parcours qu'il y a de clients, mais par rapport à ces parcours individualisés, proposer des services et des solutions pour chaque client. D'autant que quand on est sur le web, on est à un clic d'un achat ou deux, enfin un chez Amazon, alors que vous êtes à quelques kilomètres du centre-ville, parce que tous les magasins Gémeaux sont en périphérie, donc ça demande un choix volontaire, donc il faut que l'expérience soit de plus en plus attractive, en fait. Vous avez un vrai challenge là face au web. Et c'est pour ça aussi, un peu comme tu disais chez l'Exception, beaucoup de nos premiers services qu'on a mis en place, on a été un des premiers en France, par exemple, à mettre le click and collect. Nous, ça date d'il y a presque 10 ans, donc vraiment au tout début. Puisqu'on avait 500 magasins, ce qui est très étonnant, c'est que ça nous a semblé naturel quand on a ouvert notre site marchand de dire venez récupérer le produit gratuitement en magasin. Parce que vous avez un Gémeaux à moins de 30 minutes de vous, où que vous soyez en France. Voilà, le Gémeaux est pas loin, donc on l'a fait très naturellement. Et c'est vrai que beaucoup des services qu'on ouvre aujourd'hui sont sur des services qui sont omnicanaux, nos canaux, et qui permettent qu'il y ait cette fluidité indépendamment du lieu où on est. On travaille beaucoup sur la livraison. Évidemment, la e-réservation est possible chez Gémeaux aussi depuis plus d'un an. Le click and collect et tous ces services qui font qu'il n'y a plus de barrière entre le digital et le physique. C'est vrai qu'on est dans la mode et qu'aujourd'hui, ouais, on peut acheter très rapidement sur Amazon, mais vous avez certainement vu le lancement de Amazon Wardrobe. On veut quand même essayer le produit, hein. Il faut quand même avoir ce contact physique avec le produit et qu'à un moment, il va falloir l'essayer chez nous ou en magasin, et que c'est pour ça aussi qu'il faut revaloriser le lieu physique, un lieu de stockage, mais c'est aussi un lieu d'expérience. Donc effectivement, on se soucie énormément de ces trajets drive to store, store to web, etc. Justement, ce que dit Julien est intéressant parce qu'il y a évidemment la notion de je vais sur le web avant d'aller dans le magasin physique. Il y a aussi la notion de temps en temps, dans ce magasin-là, dans ce store, je fais du showrooming, c'est-à-dire je viens voir, puis ensuite je vais sur le web. Comment est-ce qu'on gère en fait ces parcours qui deviennent extrêmement complexes et totalement personnalisés? Parce que finalement, chacun a son propre mode de fonctionnement. On va aller 5 fois sur le site avant, 2 fois en magasin, 3 fois sur le site après. C'est quasiment impossible d'avoir des scénarios là-dessus. Comment vous faites, vous? En fait, oui, c'est très compliqué. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas la problématique d'un réseau, d'un gros réseau. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on regarde sur nos clients, c'est on voit que globalement, aujourd'hui, déjà dans la boutique, on a 50% des clients qui viennent qui sont des clients qui sont déjà clients chez nous. Donc ça veut dire qu'il y a un client sur deux qui passe la porte, qui connaît l'exception et qui arrive. Et souvent, la plupart de ces clients-là, alors il y en a quelques-uns surtout aux périodes de fête qui viennent pour regarder, mais la plupart du temps, ils viennent parce qu'ils ont quelque chose derrière la tête.
Donc la plupart du temps, c'est vraiment soit effectivement ils rentrent, ils ont fait une réservation, une réservation, et là effectivement il y a 80% des réservations qui se transforment en vente. Soit ils vont aller voir une vendeuse en disant j'ai repéré ce produit-là, j'ai vu vous l'aviez, est-ce que vous pouvez essayer, etc. Donc en fait c'est vrai qu'on sait qu'il y a déjà un très très gros drive to store qui se fait naturellement. Après, nous, aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire. Il y a tellement de comportements différents qu'on n'essaie pas forcément de les analyser. Nous, ce qui compte à la fin, c'est qu'il y ait vraiment un parcours unifié pour le client. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est justement qu'il y ait zéro sable dans les rouages et que tout se passe bien. Parce qu'il y a toujours un moment où le client qui ramène, il a un défectueux qui ramène à la boutique. Les défectueux, ce n'est pas la boutique qui gère les défectueux, il faut que ça passe au siège, c'est renvoyé au siège, il y a la gestion comptable, le remboursement à distance. Donc là, derrière, il y a toute une question vraiment de process, où tout doit être vraiment millimétré pour être sûr qu'il n'y a aucun client qui est oublié, parce qu'en fait il y a tellement de portes d'entrée dans tous les sens et tellement de contacts que nous ça arrive très souvent qu'un client vienne se plaindre en se disant ah oui mais la vendeuse m'a dit ça, et alors qu'effectivement la vendeuse ça peut être quelqu'un qu'on a pris en intérim pendant 2 jours parce que on avait besoin de quelqu'un en plus pendant les soldes, et derrière nous on a quand même tout un tas de process, etc. Donc cette histoire de process revient aussi à la fin beaucoup à une formation de l'humain et à l'adoption de tous ces process donc informatiques, digitaux par le personnel de vente. Julien. Ouais, je voulais rebondir parce qu'en fait, ça semble très complexe comme ça. Et comment on fait pour rendre tout ça simple ? En fait, c'est de faire en sorte que l'expérience physique prenne tous les avantages du digital en magasin et que l'expérience digitale aussi essaye de se mettre au niveau du physique pour ce qui lui manque, c'est-à-dire par exemple le conseil. Et que si vous avez à un moment la même expérience, quel que soit le canal, le client est moins perdu, n'est plus perdu, puisqu'il se retrouve toujours dans le même univers avec cette fameuse fluidité omnicanale qui est comme un Graal. Par exemple, on parle beaucoup de l'humanisation et de la déshumanisation de ce qui se passe sur le digital. Quelque chose qui se développe énormément aujourd'hui, c'est les forums ou les communautés en ligne et les clics to chat. C'est-à-dire que je suis perdu sur Internet. Nous, on arrive à déceler que ça fait 27 secondes que vous êtes sur cette page sans avoir fait une action de votre souris. C'est même pas un déplacement. Donc, on sait qu'à ce moment-là, on va faire apparaître la pop-up qui vous dit « Est-ce que vous avez besoin d'un conseil ?» On est là pour vous parler. Et ce n'est pas un robot qui est derrière, c'est un humain du service client d'ailleurs. Donc, on voit qu'on peut réhumaniser aussi le digital et de rentrer en contact directement avec le client et lui apporter un service comme on aurait fait en magasin. Et pareil en magasin, dans le physique, je suis perdu. Donc, je parlais des cabines tout à l'heure. Je veux un conseil et j'ai personne autour de moi, j'ai pas le vendeur, etc. Nous, ce qu'on a fait, c'est avec Ascana, qui est une start-up que je vous conseille, on a mis des tablettes dans les cabines pour pouvoir, pendant qu'on essaye, envoyer la photo de ce qu'on essaye, poser une question. Et là, on a toute une communauté de blogueuses, d'influenceuses mode indépendantes de chez Gémeaux qui vont dire ce qu'elles pensent du look en direct. Donc en direct, j'ai un avis, en moins d'1 minute, j'ai un avis contextualisé, voilà, alors que si j'étais resté dans ma cabine, peut-être que mon mari aurait pu me dire comme d'habitude, c'est super beau, t'es super bien habillé, mais ça m'aurait pas avancé. Et là, on a accès grâce au digital, on amplifie le magasin physique. Alors pour le coup, j'avais pensé à lui parce que vous avez une autre expérience pour ceux qui sont en dehors de la cabine en fait et qui peuvent s'ennuyer un peu. Ah oui, alors, oui. Alors, on a beaucoup travaillé sur les cabines là, avec effectivement cette nouvelle plateforme de marque et ce nouveau concept, puisqu'on s'est rendu compte que c'était un lieu assez décisif où il se passait énormément de choses. C'est un lieu où on est en doute, c'est un lieu où on passe du temps, c'est un lieu où, souvent décisif. Donc on a le conseil qu'on essaye d'apporter jusque dans la cabine sans être intrusif évidemment, mais on a pensé aussi à l'accompagnant. Parce qu'on pense aux irritants, à la personne qui est en train de faire du shopping, mais il y a la maman qui est avec son enfant, il y a la maman qui est avec son mari, et qu'est-ce que je fais moi quand j'ai ma femme qui est en train d'essayer des affaires. Des fois en plus je ne peux pas y aller parce que par rapport à ceux qui sont en train d'essayer à côté c'est un peu gênant, etc. Je fais bref, qu'est-ce qu'on fait? Et on a essayé d'être intelligent sur ça, de faire passer un moment plaisant aussi à celui qui accompagne et qui attend. Et donc, on a un distributeur d'histoires courtes en fait, qui est disponible. On choisit le moment, le temps qu'on va attendre, 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes. On appuie sur un bouton et là, on a une histoire qui sort de ce distributeur sur un ticket. Et donc, on va passer 1 minute à lire une histoire, donc intelligemment. En attendant que ma femme sorte et que je lui dise c'est fantastique, mais elle le saura déjà parce que dans la cabine, elle a eu le conseil des influenceuses mode. Enfin, il peut y avoir aussi un homme dans la cabine et une femme qui lit une histoire courte. Enfin, y a pas voilà, bien sûr. Ça marche dans les deux sens. Tous les systèmes. Voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup d'irritants dont on s'est rendu compte en discutant ou en observant nos clients sur lesquels il faut lutter et qui ne sont pas forcément là où on croit. Mais je crois qu'effectivement, parfois c'est le digital qui va apporter les solutions, parfois c'est l'humain, qu'on soit sur le digital ou sur l'humain, et il faut rendre tout ça très simple et très intuitif en fait. Élise, vous vouliez dire un mot? Oui,
oui, je voulais rebondir sur la dimension sociale parce qu'en effet, c'est clairement une pierre angulaire aussi du process global d'achat et ça vient enrichir l'expérience physique. Et je trouve que c'est aussi un formidable moyen de co-créer avec nos clients, en direct avec eux et de réfléchir à notre store de demain aussi. Et nous, par exemple, une démarche qu'on a beaucoup, c'est qu'on vient de lancer une opération qui s'appelle #JustAsk dans tous nos centres, où on propose aux clients de nous remonter toutes leurs suggestions, toutes leurs questions, et on leur répond en moins d'1 heure. Ce qui est une vraie démarche de proactivité pour aller chercher ce qu'on appelle de l'insight client, donc vraiment des attentes des clients. Et c'est hyper intéressant sur le contenu de ce qui nous remonte, parce que c'est énormément de choses sur le parcours client. Et ils nous disent finalement ce qu'on doit travailler demain pour progresser sur l'enrichissement de ce parcours client. Donc c'est aussi un formidable levier de co-création sur lequel il faut capitaliser parce que c'est eux finalement les clients finaux et c'est eux qui ont la décision finale de ce qui est bien ou moins bien pour leur parcours. Et je trouve que c'est très sain et très intéressant. Il y a toute une nouvelle génération de plateformes web aujourd'hui qui ne sont plus des plateformes qui récupèrent simplement des avis consommateurs, qui vont dire je suis content, pas content, moyennement content et qui vont donner des notes ou des étoiles, mais des plateformes de co-création justement en disant voilà l'expérience que j'aurais bien aimé avoir avec tel surplus, voilà le produit tel que je l'imagine moi. Aujourd'hui c'est une dimension que vous prenez en compte et qui commence à devenir importante alors. Ah bah oui, c'est vraiment clé pour nous. C'est pour ça qu'on a lancé cette opération. Et on voit d'ailleurs que les conversations sont multipliées par 3 sur tous nos centres. Donc en fait, et c'est vrai que pour une foncière immobilière, historiquement, on n'avait pas accès directement à nos clients. C'est les retailers qui avaient accès aux clients. Et c'est vrai que le digital, pour nous, c'est l'opportunité de discuter directement avec nos communautés locales, et ce, en temps réel. Donc c'est typiquement une plateforme de co-création. Et pour compléter, nous, dans notre démarche d'innovation aussi, on demande l'avis de nos clients sur le choix des startups avec qui on va travailler, en leur expliquant on leur explique donc le bénéfice apporté par les startups. On l'a fait à l'occasion de notre challenge Vivatech. Et pour prendre un exemple très concret, sur Val d'Europe, il y a plus de 500 personnes qui nous ont donné leur avis et qui ont choisi une startup sur le hands-free shopping. Donc comment on simplifie aussi le parcours en ayant moins, entre guillemets, en levant l'irritant des sacs portés via un système de conciergerie. Voilà. Donc c'est pour donner un exemple aussi très concret de co-création sur de l'innovation et pas que et aussi sur la construction du retail du futur. Régis, on parlait tout à l'heure des bonnes recettes à l'ancienne, du bon commerce d'avant le web. Avant, il y avait une boîte à idées en carton quelque part, et puis on glissait un petit papier. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer les idées intelligentes, pas simplement les avis, j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais les idées vraiment qui peuvent servir? Comment est-ce qu'on les capte quand on est dans une dimension très humaine en fait? Alors, nous, en fait, simplement, chaque commande fait l'objet d'un avis avec une autre startup qui s'appelle Avis Vérifié, qui est assez connue dans le milieu de l'e-commerce. Et en fait, c'est des questionnaires qui sont complètement personnalisés. Et on reçoit un questionnaire différent si on a passé une commande sur Internet ou une commande en boutique. Et à chaque fois, la question qui est finie, c'est comment est-ce qu'on pourra améliorer notre service pour que ce soit une meilleure expérience pour vous. Et en fait, c'est là où on a le plus d'insight des clients. Et en fait, on a vraiment une mine d'informations. C'est vraiment quasiment 80% des listes d'amélioration qu'on va mettre en place sont venues des propositions clients, en fait, et des fois de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses auxquelles on pense moins. Et c'est vrai que c'est important. Et puis le client, en fait, surtout, c'est que lorsqu'il voit qu'après, il y a certaines améliorations qui sont mises en place assez rapidement, il se dit, tiens, ça sert vraiment à quelque chose que je donne mon avis. Alors c'est vrai que là, on avait fait on avait envoyé vraiment un questionnaire à tous nos clients en disant, on leur avait donné 3 pages de questionnaire quand même sur qu'est-ce qu'ils pensaient de l'exception, etc., quelle marque ils venaient chercher chez nous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer sur le site. Enfin, on avait vraiment mis un questionnaire très très détaillé. Il y a eu 1 client sur 20 qui a répondu, ce qui est juste absolument énorme. Et on a mis des heures et des heures et des heures à lire toutes les réponses. Et après, il a fallu, en fait, on avait tellement de réponses qu'on savait même, à un moment, on s'est dit, il faut qu'on fasse du data mining. On a regardé des solutions Google pour commencer à regarder des choses intelligentes, parce qu'en fait, si on devait toutes les regarder une par une, on aurait mis des semaines. Donc, et ça montrait qu'il y avait un vrai besoin du client. Et il y avait certains clients d'ailleurs qui disaient merci pour une fois de nous avoir demandé vraiment notre avis et ce qu'on pensait. Et ça a été c'est l'essentiel de notre roadmap des 3 prochaines années qui viennent de ces clients. Est-ce que vous êtes à la recherche de clients VIP, d'ambassadeurs, comme on dit dans le e-commerce, qui sont des gens qui ont une expérience et des idées qui sont très avancées? Oui, alors moi j'ai un client, c'était assez impressionnant parce qu'en fait on a un client qui nous a carrément envoyé un PowerPoint, donc qui avait fait un PowerPoint avec des graphes, avec notre tunnel d'achat en disant là où il trouvait qu'il y avait des choses à améliorer.
Donc on l'a contacté, on lui a dit mais vous faites quoi? Vous faites de l'e-commerce et tout ça? Il dit non pas du tout, je suis dans le marketing. Enfin bon, après c'est un milieu qui est plus ou moins proche. Mais il avait fait carrément notre tunnel d'achat. Donc là on avait été assez impressionnés. Après nous les clients VIP, oui on a des clients VIP, on a différents types de cartes, les VIP, les ambassadeurs, et qui sont des clients qui ont des avantages privilégiés, qui sont des avantages qui ne sont pas payants, qu'on ne peut pas avoir. Personne ne sait que ces cartes existent et elles sont envoyées à des clients par surprise lorsque ils atteignent un certain rythme, une fréquence d'achat, un certain panier moyen. Et en général, on a toujours des retours très positifs de ces clients. Vous essayez d'avoir des avis plus souvent donnés de ces gens-là ou pas? C'est-à-dire à chaque expérience de savoir ce qui s'est passé, d'avoir un retour ou pas? Oui, alors en fait, ce qui se passe avec ces clients-là, surtout ce qu'on appelle nous les super VIP, c'est des clients qui ont mon email perso et donc qui ne se gênent pas en général pour m'écrire. Donc dès qu'il y a le moindre irritant, un problème avec leur commande, ils me demandent tout de suite voilà, donc on a une personne dans la finance au UK qui achète toujours plus de 1 000 euros, donc effectivement il m'envoie directement un email s'il a un souci avec sa commande et il sait très bien que ça va être débloqué en 24 heures et il se prive pas de le faire. Ouais. Bon, évidemment, pour vous, c'est plus difficile parce qu'il y a quand même plus de clients global quand même. Donc si vous donnez votre email à tout le monde, ça va être compliqué. Comment vous faites, vous, pour sélectionner les plus productifs? D'abord, on leur demande. Typiquement pour la start-up qu'on a choisie collectivement avec eux à l'issue de Vivatech sur le shopping main libre, on a proposé aux clients aussi de se porter volontaire sur ceux qui nous accompagneraient dans le test concret du pilote. Et donc, il y a 100 personnes qui se sont positionnées pour nous accompagner sur ce sujet-là. Donc ça, c'est une façon d'aller chercher des ambassadeurs et de les associer à nos démarches, par exemple. Après, on travaille aussi à mieux les connaître. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Et dans notre programme de fidélité, ce qu'on veut, c'est récompenser le côté ambassadeur de ces gens-là. Et donc, leur permettre d'avoir accès à plus d'avantages, plus de cartes cadeaux, etc. Pas seulement parce qu'ils viennent souvent, mais aussi parce qu'ils parlent de nous à leurs pairs et parce qu'ils sont des ambassadeurs de nos marques locales auprès de leur communauté. Donc ça, c'est un projet en cours sur lequel on travaille. Et enfin, dans les logiques d'ambassadeurs aussi, nous on travaille beaucoup avec les youtubeuses mode, parce que c'est aussi une forme d'ambassadrice. Et par exemple, on a fait venir Rose Carpet, je ne sais pas pour ceux si vous connaissez, mais c'est des youtubeuses qui sont portées par M6 et qui marchent très bien et qui sont venues parler dans nos centres des trends mode, des marques qu'elles apprécient, etc., etc. Et c'est aussi une forme d'ambassadrice pour nos marques parce que derrière, elles relaient bien sûr nos centres auprès de leur communauté. Et vous, comment vous faites pour les traquer? Est-ce que vous faites du tracking social d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour essayer d'identifier Évidemment, d'engager? Oui. Évidemment, oui, on sait qui sont les plus engagés, nos ambassadeurs. Et justement, c'est à eux qu'on va s'adresser, à qui on envoie des produits, parfois en cadeau, parfois pour qu'ils nous fassent des retours, etc. Donc je rejoins ce que vous disiez, c'est un peu pareil. On les fait venir aussi chez nous pour co-créer avec nous, pour travailler, pour leur soumettre des problématiques et pour qu'ils nous répondent, voilà, moi j'aurais fait comme ça, etc. Donc on travaille avec eux. On leur envoie des produits. On a nos ambassadrices YouTube. On a fait un truc qui était assez sympa. C'était en mode YouTubeuse. On a fait un concours par rapport à des YouTubeuses pour dire on va faire gagner une YouTubeuse qui sera notre égérie. Et donc, c'est une fille adorable, Ludivine, Lulu, double Lu, qui est devenue notre égérie, à qui on a fait tout un programme de formation sur la vidéo, sur plein de choses pour qu'elle nous fasse la mise en avant de la marque Gémeaux. On fait des collaborations avec des blogueuses mode, etc. Je voulais juste rajouter le fait que on a un énorme réseau, on a 470 magasins, ce qui veut dire qu'on a 470 directeurs de magasins adjoints. Et donc on fait un peu un modèle. Alors Zara a parlé en disant nous on fait ça tout le temps, etc. On fait ça aussi et c'est eux qui en fait ils sont au plus proche du terrain, ils sont plus proches des clients, donc ils savent ce que les clients leur disent, leur demandent. Et nous on a une application reliée à tous nos collaborateurs et ils peuvent nous remonter effectivement tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent et tout ce qu'il faut faire. Donc c'est une application qui s'appelle Mon Avis, qui est une application interne et qui permet effectivement d'avoir en temps réel vraiment ce qui se dit par rapport à nos clients, les produits qu'ils aimeraient avoir, les couleurs qu'ils aimeraient avoir, pour pouvoir réagir le plus vite possible dans un modèle fast fashion. Alors, vous, votre rêve, c'est de faire du one-to-one, une expérience one-to-one. C'est vraiment personnaliser au maximum l'expérience. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction à vouloir, d'un côté, proposer un parcours qui soit le plus en plus personnalisé, de l'autre côté, récupérer un avis qui soit un avis personnel et le généraliser, c'est-à-dire d'aller dans des sens inverses, finalement? C'est un peu de la provoque, mais est-ce que vous sentez qu'il y a un grand écart idéologique de temps en temps là? Voilà.
Oui et non. Après, les gens qui viennent chez Gémeaux, ils connaissent notre ADN, ils savent qui on est. Et on n'a pas non plus des demandes qui nous sortent totalement de ce qu'on fait. On n'a pas une demande d'un super produit luxe, on n'a pas une demande. Généralement, ça correspond à ce qu'on est en train de faire, c'est des petites modifications et ça nous fait modifier le cœur de la collection pour tout le monde. Après, l'idée, c'est que, pas que la gamme soit la plus généraliste, mais si on arrive à sentir de mieux en mieux ce que nous demande notre communauté, on arrive à se rapprocher. Après, ce qu'il faut, c'est que chacun se sente bien par rapport à la marque Gémeaux dans la façon qu'il a de le consommer. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut exactement qu'il trouve quelque chose d'unique. Ça, on parle beaucoup des notions d'individualisation, de personnalisation. C'est se rapprocher au plus près de ce que veut que notre client, que Gémeaux soit pour lui. Ça ne veut pas dire forcément faire de l'unique. Alors, pour le coup, on fait des chaussures personnalisées, des choses comme ça. Mais ce n'est pas forcément non plus ce que cherche le client Gémeaux. Alors quelque chose qui soit différent. Il veut simplement quelque chose qui lui corresponde et qu'il aime à trouver chez Gémeaux. Donc il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de problématique. En se rapprochant de chacun, on se rapproche de tout le monde. Et ça ne pose pas de problème, encore une fois, dans le cadre de notre positionnement. Vous avez sorti il y a très peu de temps un chatbot. Extrêmement à la mode, les chatbots. Donc c'est sur Facebook, pour ceux qui n'auraient pas utilisé ça, qui s'appelle d'ailleurs Lookbot by Gémeaux. Hein, donc vous tapez ça sur Messenger, et puis vous allez directement converser avec lui. Je l'ai fait d'ailleurs. Alors bien. C'est assez marrant, et ça vous propose en fait de vous faire votre course, enfin votre liste de choses indispensables à remporter en vacances, selon l'endroit où vous allez en vacances en fait. Et ça, c'est vraiment une nouvelle mode de collaboration et de discussion, quoi. Voilà, on parle d'agent conversationnel, ça rentre totalement dans ce qu'on disait, c'est-à-dire que on rentre en conversation one-to-one avec quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que la conversation, elle sera pas la même qu'avec quelqu'un d'autre qui a le même genre d'affinité, de parcours, de tout ça. Mais effectivement, c'est cette notion de se rapprocher au plus près du goût et d'être utile. Le chatbot, c'est très intéressant parce que c'est serviciel in fine. C'est rentrer en conversation pour se rapprocher de ce que la personne cherche vraiment. Alors on est aujourd'hui, faut arrêter, enfin on est sur des chatbots, la génération qui est aujourd'hui, où c'est des parcours prédéterminés. Mais voilà, ce chatbot, pour rentrer juste un peu plus dans le détail, Lookbot, donc encore une fois sur Messenger, un Lookbot by Gémeaux, et vous allez rentrer en conversation tout de suite et vous allez voir la magie du chatbot. Mais encore une fois, la magie, c'est que c'est très simple et on n'a pas l'impression que c'est incroyable. Il va vous demander, vous partez où cet été en vacances, ou où est-ce que vous serez en vacances pour ceux qui restent. Il va vous demander pour quelle occasion vous voulez avoir des affaires. Est-ce que c'est plutôt pour les soirées ou pour la plage? Quel est votre style? Et là, on va vous faire une proposition de 5 produits qui sont adaptés à ce que vous recherchez. On peut même l'affiner par rapport à la morphologie par la suite. Et vous le faites dans une conversation. Le chatbot, c'est génial parce que effectivement, on va réussir à toucher les personnes une par une, dans un mode conversationnel, et vous allez parler avec la marque. Et parler avec la marque, aujourd'hui, c'est pas facile parce que vous êtes en réception de publicité, vous êtes en réception de tous les messages, vous pouvez donner votre avis. Là, on est dans le mode ultime où c'est la conversation, on est sur le même plan, on parle ensemble. Alors, il y a un robot en face, mais on ne le sent plus. Et les millennials, aujourd'hui, le robot, il ne le voit pas. Alors, c'est une conversation qui peut se transformer en acte d'achat directement dans les chatbots. Et c'est des Celui-là expériences peut se transformer, ouais. On peut conclure. Donc là, en plus, on est totalement dans les nouveaux usages, indépendamment du lieu où vous êtes. Vous pouvez avoir accès à la gamme Gémeaux, mais en plus en contextualisant par rapport à qui vous êtes. Alors ça, les chatbots, pour l'instant, c'est plutôt sur les millennials. Il y a le succès, le Jam, par exemple, de façon un peu générale. Mais c'est, d'un point de vue expérientiel sur le commerce, c'est en Chine, notamment, que ça a pris une ampleur absolument colossale. Et tout le monde s'inspire de ce qui se passe en Chine, où réellement, avec les chatbots, on fait sa vie. Voilà. Tout se passe par WeChat en Chine. Tout ce qu'on fait, le coiffeur, le lait acheté, les couches, enfin, tout passe par WeChat. C'est assez incroyable. Moi, WeChat, la seule remarque... Messenger au départ. Hein, vraiment, ouais. C'est vraiment ça. La seule remarque, c'est qu'il faut faire attention par rapport à tout le monde a voulu sortir son chatbot. Il faut qu'il y ait une utilité derrière. C'est exactement comme les applications. Les chatbots vont remplacer les applications. Ça, pour moi, c'est acté. Mais encore une fois, les seuls chatbots qui vont rester sont les chatbots qui vont desservir un vrai usage, une vraie utilité. Shazam, j'écoute une musique, je veux savoir, voilà, un usage, une application. Demain, il y aura un usage, un chatbot. Le chatbot qui veut tout faire, qui veut vous parler de la vie, enfin, du beau temps, de qu'est-ce qu'on fait demain, etc., il ne sera pas efficace et vous l'abandonnerez. Donc, les plugins qu'on va mettre, les plugins chatbot ou les chatbots qu'on va créer, il faut qu'ils soient très centrés sur des usages. Nous, là, c'était la valise de vacances pour, la valise pour les vacances. Il faut qu'on reste dans cette logique-là d'un service. Sinon, les gens, d'eux-mêmes, ils vont dégager en disant tu m'apportes aucune utilité, j'ai pas besoin de toi. D'autant que le niveau d'expérience des intelligences artificielles aujourd'hui est quand même pas
encore au summum sur les services grand public et que ça reste quand même très très scénarisé tout ça. Le meilleur chatbot, enfin voilà, vous avez Siri, vous avez Cortana, vous avez tous ces trucs-là. Vous faites la vie vous-même, vous pouvez vous faire la vie vous-même d'aujourd'hui, où en est l'intelligence artificielle et à quel point c'est efficace ou pas. Voilà, moi j'ai très peu de personnes qui disent Siri c'est incroyable, je fais tout avec Siri. Non, non, c'est plutôt tiens, je lui ai dit ça et il m'a renvoyé un truc complètement délire et on s'amuse plus de ces choses-là. Ça va aller très vite, ça va arriver très vite, mais aujourd'hui les chatbots que vous allez pouvoir faire, c'est du prédéfini, c'est des parcours, des arborescences qui sont écrites, mais c'est déjà assez sympa en expérience. Ouais. Régis, ça vous intéresse cette dimension-là ou pas? On avait regardé exactement pour faire ce genre de choses à Noël dernier, par exemple, sur les idées cadeaux. C'est le truc assez simple. Je veux un cadeau pour mon père, pour ma mère. Ça envoie après des sélections. Mais après, c'est vrai qu'on avait été un peu déçus par le côté intelligence artificielle, où dès qu'on sort du parcours écrit, il ne se passe plus rien. Et donc c'est vrai qu'on avait testé, on s'est dit bon, c'est pas encore au point, on va attendre. Et puis après, du coup, on a testé les chatbots qui ont été lancés par les autres, parce que du coup, tout le monde a été dessus, c'était très à la mode. Et c'était aussi relativement décevant, parce qu'effectivement, dès qu'on on demandait un truc précis, voilà, la sélection tombe et on dit ah non, mais finalement, mon père aimerait plutôt un produit d'une autre couleur. Et puis en fait, le chatbot là, il est perdu, il sait plus quoi faire, il commence à boucler. Donc là, vous avez l'impression de parler à voilà, quelque chose qui répond pas, et c'est du coup un peu frustrant. Donc ça revient en fait effectivement à ça. Il faut que ce soit une fonctionnalité très simple, on sait pourquoi on l'utilise, et puis après, effectivement, attendre que l'intelligence artificielle se développe, parce qu'aujourd'hui, sinon, c'est encore très Est-ce limité. que vous avez l'impression que quand le langage naturel, c'est de ça dont il s'agit, sera vraiment le courant de ces échanges avec les robots, on aura une expérience magasin qui va vraiment se transformer également? Parce que même à l'intérieur du magasin, on aura aussi affaire à des robots, pourquoi pas, en partie. Alors oui, nous, on a rencontré des startups de robotique, par exemple, parce qu'en fait, on a un moteur de recherche vocale où on peut chercher, donc en parlant à un écran, on peut chercher des produits. Donc ça, c'est super. La réalité des usages fait que personne ne va parler à un écran. Jamais, ou très rarement, ou alors c'est vraiment quelqu'un qui va s'amuser. Ou doit se faire soigner. Voilà. Mais en fait, c'est vrai que c'est quand même très limité. Et donc, en fait, on a vu des super startups qui font des robots. Mais bon, un robot, maintenant, c'est 100 000 € quand même, si on veut un minimum, si on veut mettre un robot chez soi. Et où, effectivement, peut-être que parler à un robot, il y aurait quelque chose d'un petit peu plus ludique, un peu plus fun, et ça pourrait amener à quelque chose. On n'a pas avancé dessus parce que pour l'instant, clairement, on n'avait pas les budgets, on ne pensait pas que le retour sur investissement serait très intéressant. Mais il y a quand même un changement d'usage qui fait que c'est quand même compliqué. Il faut, lorsque les précurseurs vont probablement investir beaucoup d'argent pour mettre en place ces nouveaux usages, pour un petit retour sur investissement. Donc c'est vrai que nous, aujourd'hui, en tant que jeune start-up, on attend de voir est-ce que ça rentre dans les mœurs. Et si ça rentre dans les mœurs, après, on bougera. Pour l'instant, les expériences de robots qu'il y a eu, je crois que c'était avec vous dans la série. Qui est-ce qui a fait son chariot? C'est vous. Alors moi, sur les robots, moi je crois beaucoup qu'effectivement, demain, beaucoup de choses passeront par les robots, à condition il ne faut pas croire que les robots vont remplacer les humains. Les robots vont faire ce que les humains n'ont pas envie de faire. Nous, on a testé le chariot autonome. C'est un truc assez incroyable. Vous arrivez, vous avez un robot face à vous, vous appuyez sur un bouton et vous partez dans le magasin et le robot vous suit. Waouh! Mais on parlait tout à l'heure du problème des sacs. J'étais intéressé par savoir la solution qu'ils avaient sortie, mais j'arrivais avec des sacs où j'arrivais avec une poussette. Ah, je vais empiler les trucs sur la poussette, c'est pas pratique. Là, j'ai le robot qui me suit, je place tout ce que je prends dans le robot et il me suit au fur et à mesure jusqu'en caisse. J'ai mes 2 mains libres pour téléphoner, pour prendre les produits, c'est juste génial. Et là, le robot, il remplace pas un humain. Il n'y avait pas un humain avant qui vous suivait, qui portait vos affaires. Donc, le robot, il faut vraiment le voir comme quelque chose qui va faire ce dont on n'a pas envie de faire et qui va le faciliter. Et donc, on a fait ce chariot autonome, alors qui est très utilisé dans l'alimentaire, au champ lavé aussi. Il faut penser effectivement aux mamans ou aux papas avec les poussettes et les personnes handicapées qui sont en fauteuil roulant qui ne peuvent pas tirer ce fameux chariot. Donc souvent les bonnes innovations viennent d'ailleurs de ces niches. Et donc moi par rapport au chariot, effectivement, au robot, où est ce produit, etc. Je crois que ça va rentrer dans les mœurs, je crois que ça va être de plus en plus accepté. Et je crois que, ouais, effectivement, peut-être que ce n'est pas un humain qu'il faut demander où trouver ce produit-là, mais un robot, et que l'humain, justement, se consacre à lui parler, à échanger avec lui sur le conseil, là où il aura vraiment la valeur ajoutée. Je te vois, je vois ton look, et je suis en capacité de savoir ce que je peux te proposer. Mais Élise, ouais, parce que vous êtes obligé de faire de l'effet waouh, c'est votre métier. Donc, il faut mettre des... Moi, je crois beaucoup, alors justement, à la fusion de la robotique et de l'intelligence artificielle, parce que pour moi,
là, on aura un vrai effet waouh, parce que non seulement parce que le robot, il a quand même aussi une dimension très ludique. Et c'est vrai que quand on voit les enfants qui sont complètement fascinés par les robots quand ils dansent, etc., il y a un vrai vecteur d'animation derrière le robot. Donc ça, c'est l'effet waouh. Mais en effet, si derrière, il n'est pas du tout serviciel, ça fait un peu pchit. Donc nous, notre conviction, c'est que quand on associe et le robot et l'intelligence artificielle, là, le robot a un pouvoir, par exemple, de recommandation. Et ça, c'est vraiment dans notre ADN, parce que nous, on agrège plein de marques. Et donc, notre rôle, c'est aussi d'aider les clients à faire leurs choix en fonction de leurs préférences, de leurs préférences de marque et de leurs préférences aussi usuelles en termes d'achat. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où le robot arrive et en plus de son côté ludique, waouh, vient apporter de l'intelligence sur la recommandation, là, pour nous, c'est hyper pertinent parce que du coup, les gens vont entrer dans le centre. Le robot lui dira, voilà, le reconnaîtra d'abord, lui dira, voilà, moi je sais ce que tu aimes, donc si tu veux, je t'oriente dans ton parcours client. Je t'accompagne tout au long du chemin pour optimiser ton parcours. Et enfin, je peux même te ramener jusqu'à ta voiture. Et là, on est vraiment à la fois dans la dimension waouh et la dimension ultra servicielle qui permet de gagner du temps. Et là, je pense qu'on réussit le pari. Parce qu'avec les humains, il y a aussi le truc de on arrive dans un magasin et on n'a pas envie d'être dérangé ou on n'a pas envie d'aller vers cette personne-là. Et c'est pareil avec le chatbot, c'est très compliqué. Si vous êtes en train de converser avec quelqu'un, un vrai humain, un vrai ami, de lui dire bah là j'ai plus envie de te parler, j'arrête tout. Un chatbot, c'est très facile de lui dire tais-toi, je pars et d'arrêter la conversation. Et un robot, c'est très facile d'aller vers lui et de lui parler, de lui dire n'importe quoi et de repartir quand on veut. Donc il y a quand même ce côté-là aussi qui, c'est très dans les usages aujourd'hui des millennials, mais en plus de tout le monde, d'aller au plus pressé, enfin d'aller directement au but et de ne pas s'embêter dans des conventions sociales. Le robot permet ça, c'est pas mal. Allez, on rentre dans les questions. Là. Je suis sûr que vous avez pas mal de questions. On a essayé d'aborder vraiment plein de sujets différents et on en a certainement zappé pas mal d'autres aussi. N'hésitez pas. Si vous restez une main libre, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se faire de l'air, je sais, il fait un peu chaud. La clim est tombée en panne, je ne sais plus, ce matin ou hier. Donc d'habitude, ici, il fait très frais, très bon. C'est même un bon endroit pour venir dans les journées d'été quand il fait très, très chaud. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui ? Qui se lance? C'est le premier ou la première qui se lance? Moi, je fais la première réponse. Ouais. Non, ça, c'est pratique. Comme ça, on fait des réponses à des questions qui n'ont pas eu lieu. Donc là... C'est une réflexion que j'avais vue. Non, mais quand j'avais vu l'intitulé de la table ronde, on parlait de réalité virtuelle à un moment. Ouais. Et c'est vrai que Gémeaux, on fait de la réalité augmentée, on n'a pas fait de la réalité virtuelle. Dans le magasin du futur, surtout le magasin chez soi, je crois beaucoup à la réalité virtuelle, pas forcément avec les masques, mais avec tout ce qui va arriver maintenant. On va peut-être recréer des magasins chez soi, recréer des choses. Et je crois dans cette acception à la réalité virtuelle et le magasin déporté. Je ne crois pas à la réalité virtuelle in-store, dont je ne vois pas l'usage, mais la réalité virtuelle chez soi, il y a des choses qu'on creuse et qui sont creusées. Et pourquoi pas, Alibaba a fait son Alibuy en réalité virtuelle. Il y a des choses aussi, dans le magasin du futur, il y aura de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle est augmentée également. On parle même de réalité mixée aujourd'hui, qui mélange un petit peu les deux. Mais augmentée, ça permet de voir une paire de chaussures qui est posée quelque part et de voir absolument toutes les tailles et toutes les couleurs en virtuel. Et ça, c'est quand même, en termes logistiques, une économie possible incroyable. Donc vous travaillez là-dessus, pas? Alors nous, on y travaille à deux niveaux. Nous, ça nous permet d'enrichir l'expérience lors d'événements. Par exemple, quand on fait un concert dans un centre, il y a plein de moyens de l'agrémenter avec de la réalité mixte, justement, où on peut choisir les instruments qu'on a envie plus d'entendre, d'avoir une vision 360 de la scène. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour enrichir justement les events, enfin les événements qu'on organise dans nos centres. Une autre dimension, là, elle est plus B2B. Mais c'est vrai que quand on veut faire découvrir à un retailer nos centres commerciaux, là, ça a un vrai intérêt parce que justement, on fait vivre ce que sera le centre commercial de demain. Et ça, quand on découvre un chantier, c'est pas toujours facile de se projeter, je pense, pour des retailers. Et le fait de pouvoir l'imaginer, de le voir très concrètement en 3D, etc. Là, il y a un vrai usage plus commercial B2B, mais qui est extrêmement pertinent. Qui d'entre vous, je pose la question, serait capable de mettre un casque 3D, d'aller dans un magasin virtuel et de se dire je vais avoir une expérience shopping en 3D comme ça avec ces grosses lunettes? Vous êtes capable de le faire? Qui d'autre se sent prêt à faire ce genre d'expérience? Vous n'êtes pas nombreux, en fait. Vous ne voulez pas dire un petit mot là-dessus? Pourquoi vous voulez le faire et pourquoi? Ouais, posez une question, tiens, ça tombe bien. Est-ce que vous pensez que vous pourrez faire un centre commercial totalement virtuel? C'est-à-dire avoir un centre commercial totalement VR et
permettre aux gens de faire comme sur Amazon, commander directement depuis la VR, au lieu de se déplacer. Ça peut être utile pour les gens qui sont en handicap ou des gens qui ont des problèmes de moteur. C'est ce que alors Alibaba, eux, ils ont clairement fait ça. Et en même temps, ils ont racheté la plus grande chaîne de centres commerciaux physiques en Chine. C'est tout le paradoxe. Et donc, je pense que c'est pas une réponse, quoi. Je pense que oui, en tout cas, on y réfléchit et on travaille dessus. Mais je pense qu'on aura toujours besoin aussi d'une dimension physique. Et je pense que le magasin de demain, c'est celui qui maximise tout ce qui se fait de mieux sur le digital et tout ce qui se fait de mieux sur le physique. Donc je pense qu'on ne fera jamais que du virtuel. Après, la question se posera de le faire, en effet, pour ces typologies de personnes. Mais on regardera du physique parce que les gens auront toujours envie de se retrouver, de se voir physiquement, de vivre des expériences. Et c'est plutôt comment on maximise l'usage du digital pour magnifier, entre guillemets, l'expérience client. Tant qu'il y a une dimension sociale, on va rarement seul au sens commercial. Ah oui, non, il y a une vraie dimension sociale. Les gens, ils vont en famille, vivent des moments forts. Voilà, je vous donne un truc très concret, mais on organise une parade Nickelodeon avec tous les personnages que vous connaissez peut-être, Bob l'éponge, etc. Et c'est un rendez-vous annuel et les gens se déplacent de très loin pour venir voir ça. Donc ça prouve que les gens ont envie de continuer à se retrouver autour d'une expérience commune. Une autre question sur l'utilisation des hologrammes pour la vente de produits. Est-ce que vous pensez le mettre en place ou attendre encore que la technologie évolue? Alors à Vivatech, on a vu quelqu'un qui était au CES avec des ventilos qui passent des hologrammes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a des super technologies qui permettent d'avoir des hologrammes. Pardon? J'y étais aussi. Ouais, donc tu as vu la chaussure, le hamburger et tout ça. Pareil, l'hologramme, ça ne marchera que si ça a une utilité. Nous, on l'a utilisé il y a 2 ans pour montrer un éclaté de chaussure dans le cadre de la personnalisation. D'ailleurs, on dit, ah bah tiens, je veux que ma chaussure elle soit rouge à cet endroit-là, noire ici. Bah, c'est mieux de le voir en 3D que de le voir à plat. Comme ça, on peut vraiment s'imaginer la chaussure qu'on va avoir au final. Et là, l'hologramme était très utile. Après, l'hologramme, même avec le ventilo, ils le disent même eux-mêmes, c'est du waouh. C'est du trafic, de la création de trafic, donc c'est intéressant, c'est faire venir, waouh, il y a un hologramme, qu'est-ce qui se passe ici? Et après, il faut pouvoir enchaîner avec du vrai produit. Ouais, dans l'esprit retailtainment, je pense oui. Dans l'esprit aussi, par exemple, personnalisation de chaussures, où il y a une startup qui s'appelle Smart Pixels, qui fait un truc dans le genre avec Nike qui est très intéressant. Voilà, encore une fois, il faut qui est aussi sur la personnalisation de chaussures, il faut qu'il y ait un usage derrière. L'effet Mélenchon, c'est gentil, mais bon, il y a un moment après... voilà, encore que là, c'était une vraie utilité. Si on voyait quelqu'un en physique à 2 endroits, enfin le don d'ubiquité, c'est énorme. Donc d'ailleurs, je pense que là, on était plutôt dans le cas d'un hologramme bien utilisé. C'est peut-être un peu show-off, mais why not? Après, voilà, il y a toujours une dimension waouh dans ces technos. Oui, enfin, nous aussi, on regarde, parce qu'en effet, on trouve ça très intéressant, toujours pareil, sur la façon dont on peut enrichir nos événements. Grâce aux hologrammes, donc plus dans la logique effet waouh, génération de trafic chez nous, parce qu'on a moins de produits en tant que tel à montrer. Après, on peut le proposer aussi à nos retailers, parce qu'on est aussi là pour les aider à enrichir leur vitrine, etc. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a aussi des choses à faire en merchandising pour les retailers. Après, c'est à eux de trancher, bien sûr, mais je trouve que c'est intéressant de leur apporter aussi ces solutions-là. On risque quand même d'avoir une espèce de course technologique comme ça entre enseignes dans les lieux que vous gérez, parce que chacun voudra montrer quelque chose de très technologique qui donne une bonne image. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir justement ça, des hologrammes qui servent à rien peut-être, mais qui sont là en tout cas pour faire un effet waouh dès qu'on est à l'approche du magasin? Moi, je pense quand même, je te rejoins complètement, c'est que le digital, ça reste une opportunité, un moyen de simplifier, enrichir le parcours client. Donc il faut quand même que derrière, il y ait un usage fort. Et je pense que oui, il y a de l'effet waouh, mais entre guillemets, les nouvelles tech resteront parce qu'elles ont un usage vraiment pertinent dans le parcours client. Et celles qui seront que sur l'effet waouh disparaîtront ou alors ne renaîtront que lorsqu'on leur a trouvé un vrai usage. Voilà. Et la robotique, ça a été un peu ça. Et maintenant, on trouve un vrai usage sur la dimension médicale, sur plein d'autres choses. Et c'est ce qui fait revenir aussi les robots sur la scène. Il y a encore une dimension de tech spectacle. On l'a vu à Vivatech notamment. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment show-off et qui ne servent pas à grand-chose directement. Mais ça intrigue, c'est déjà ça. Ça vous fait frémir, ça ou pas, cette dimension-là? Oui, enfin, c'est vraiment, on est encore dans la notion de retailtainment, quoi. C'est vraiment comment on fait vivre quelque chose de différent aux clients.
Donc je trouve ça très intéressant. Après, nous, on est encore une jeune boîte, donc on n'a pas forcément les moyens de mettre des hologrammes en vitrine. Je pense qu'un jour, une fois que ça sera utile, enfin, que ce sera abordable, on le fera. Après, c'est vrai que sur la partie réalité virtuelle, alors, pour avoir testé, c'est vrai que c'est assez stupéfiant, hein, la réalité virtuelle, mais c'est quelque chose plutôt de l'ordre du ludique aujourd'hui que de l'ordre du pratique ou du fonctionnel. Et tout ce qui est univers virtuel, type Second Life, etc., qui à un moment ont fait des gros effets de buzz, on a vu que ça a fait, voilà, ça n'a pas jamais marché, ça n'a jamais décollé, parce qu'il n'y avait pas réel de sens derrière réel sur le long terme. Il n'y a pas d'usage, donc voilà, c'est sympa, on joue avec pendant une petite semaine, puis après on passe à autre chose, quoi. Donc la difficulté aujourd'hui sur la réalité virtuelle, c'est que personne n'a vraiment trouvé un usage, à part les côtés industriels peut-être, mais plus B2B, mais effectivement en B2C, personne n'a trouvé un vrai usage pour les clients. D'ailleurs, même les gamers, en fait, hein, enfin, les boîtes qui font des jeux ont du mal avec les réalités virtuelles. Aujourd'hui, il n'y a pas d'adoption de ça. Clairement, les gamers n'ont pas adopté des univers virtuels comme on l'imaginait. On pensait qu'ils auraient tous un casque 3D sur la tête, et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et tout le monde du gaming aujourd'hui est en train de retourner en arrière en disant, bon, finalement, c'est une expérience pour l'instant qui est ratée. Ça ne marche pas, il n'y a pas cette demande-là. Donc, si les millennials gamers ne l'adoptent pas, ça va être compliqué pour le grand public de prendre derrière ces solutions-là. Oui. En plus, la question s'adresse à vous. Vous parliez des chatbots et des applications en laissant présager que les applications mobiles seraient remplacées par des chatbots. Moi, j'ai l'impression que c'est juste plus simple le chatbot parce que via Facebook Messenger, il n'y a rien à télécharger. Donc ça lève une contrainte. Seulement, je ne vois pas comment un chatbot peut réaliser tout ce que fait une application aujourd'hui, sachant que chaque entreprise à sa manière de penser son application avec tout un tas de services. Donc dans la définition que vous donnez du chatbot, qui est ça doit faire un truc et apporter un service bien spécifique, j'ai du mal à voir comment le chatbot pourrait remplacer le principe applicatif. Donc le grand frein à l'applicatif, effectivement, c'est le téléchargement, la place que ça prend sur le téléphone. Après, dans un centre commercial, il y a 100 marques, on n'aura jamais les 100 applications des 100 marques. Donc peut-être qu'on aura l'application du centre commercial, pourquoi pas. Mais voilà, les applications par le téléchargement, de toute façon, c'est un frein majeur. Aujourd'hui, où sont les millennials, où sont les gens? Ils sont sur les réseaux sociaux et ils sont sur les messageries. Les messageries, c'est il y a 3 ou 4 mois, en termes d'utilisateurs mensuels, sont passés en termes d'utilisation devant les réseaux sociaux. Donc il y a plus de monde aujourd'hui sur Messenger, sur Snap, sur WhatsApp que sur Facebook et les réseaux sociaux. Donc les gens sont là. Après, effectivement, j'ai été, quand je dis un usage, mais l'usage demain, ça ne va pas être de trouver forcément la valise de vacances Gémeaux, ça va être je veux une robe noire. Et en fait, dans un chatbot, on va arriver, on va dire je veux une robe noire. Et là, tous les plugins de marque vont pouvoir venir proposer leur robe noire qui correspond. Donc il y a des évolutions dont a parlé Facebook qui fait que en fait, les chatbots vont être, ce qu'on disait le modèle WeChat, ouvert à tout le monde. Ça va être une plateforme de messagerie et de conversation. Donc effectivement, c'est pas enfin la messagerie, ça sera de toute façon un messagerie Messenger, ce ne sera pas la messagerie Gémeaux, et que les chatbots aujourd'hui qui sont très spécifiques vont être remplacés par un chatbot avec tous les plugins de marque à l'intérieur. On va, par rapport à mon cas là, de Lookbot by Gémeaux, demain on va dire je vais en vacances, je veux trouver les 5 produits qu'il me faut. Et là, on va avoir la proposition du plugin Gémeaux qui va pouvoir avoir une réponse immédiate, mais pourquoi pas du plugin d'autres marques aussi qui vont avoir d'autres réponses. Plus, va y avoir L'Oréal qui va arriver avec les produits qu'il faut de crème solaire parce que vous en avez besoin. Là, Spotify qui va arriver avec les musiques à écouter cet été, etc. Et ça va être ça demain. Ça va être, tout le monde va être en conversation avec vous dans un même chatbot. Une dernière question. Oui, oui. Mademoiselle, vous pouvez pousser la voix s'il vous plaît. Ouais, allez-y. Qu'est-ce que vous pensez que c'est l'utilisation la plus importante pour la réalité augmentée sur la mode dans 5 ou 10 ans? Quelle sera l'implémentation la plus importante? In English, it's fine. Yeah. Which is the best use for augmented reality in the next 5 or 10 years in fashion? On va faire un tour de piste là-dessus, sur vous trois.
À 5 ans, et vous avez terminé en me donnant un peu ce qui vous semble être la tendance principale, en une petite phrase, un mantra, quelque chose qui vous semble être essentiel de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, et ça sera votre conclusion à chacun d'entre vous. Alors je réponds sur la réalité augmentée. Pour moi, il y a 2 choses que je vois. Alors, nous, on a testé un truc que je trouve fantastique et que je vous invite dans 2 mois à retester. Vous avez un t-shirt c'est plat, il y a peut-être un graphisme et tout ça. Et nous, grâce à une application qui s'appelle Gémeaux 3D, vous venez devant le t-shirt et en fait, le design s'anime en 3D. Ce qui est très intéressant parce que le designer qui a fait juste un dessin, bah là, on va pouvoir raconter toute l'histoire de son dessin et elle va s'animer devant vous en réalité augmentée. C'est assez bluffant. On l'avait fait quand on avait sorti la gamme de Maître Gims il y a 2 ans, Vortex, avec Maître Gims qui apparaissait. C'était assez incroyable. Et donc, à la rentrée d'août, Gémeaux 3D, il y aura de nouveaux t-shirts support pour ça. Donc, je crois beaucoup, les produits peuvent être augmentés. Après, il y a un usage qui est évident dans le retail. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes devant des produits, vous voulez avoir des informations. Et ben demain, vous passerez vos glaces, vos je sais pas quoi, votre téléphone devant, et vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. En alimentaire, on le voit déjà, ils sont déjà, parce qu'il faut savoir si c'est gluten-free, etc. Mais pour des chaussures, c'est pareil. Est-ce que c'est en cuir, c'est quoi le prix, le stock, etc. Et toutes ces informations vont arriver dans la réalité du magasin, en réalité augmentée. Voilà, donc c'est un énorme moyen de l'usage premier, moi, c'est de donner encore plus d'informations et après, ça sera un accès au digital, aux réseaux sociaux, etc. Information technique et valeur sociale des produits aussi, qui est une vraie demande aujourd'hui. Hein. Oui, ce que je veux dire, pour moi, c'est vraiment l'enrichissement de contenu. C'est-à-dire que d'un produit, on arrive à un produit un peu brut, on arrive à enrichir toute la quantité de contenu autour, qu'elle soit vidéo pour être beaucoup plus vivante, qu'elle soit sociale. Ou encore qu'elle soit très contenue pour de l'ingrédient, pour de l'alimentaire, ça je rejoins complètement. Et nous, c'est vrai que pour les centres commerciaux, on trouve ça intéressant parce que du coup, on peut donner accès à toute l'offre du centre commercial de manière enrichie. Donc en ça, pour nous, c'est intéressant. Bon, votre mantra pour les 5-10 prochaines années, c'est quoi ? Bah, moi, je crois que c'est beaucoup l'intelligence artificielle et le chatbot qui sont intimement liés. Moi, je crois beaucoup à ça. Parce que, en effet, c'est là que tout se passe et tout peut se faire, en fait, de début à la fin du parcours client. Le chat permet une réactivité ultime qu'on ne trouve pas sur l'ensemble des autres canaux et ultra personnalisée. Donc, on traite l'ensemble du parcours de manière hyper réactive et personnalisée. Et nous, encore une fois, on va orienter ça beaucoup sur la recommandation. C'est typiquement l'exemple de la robe noire. Parce que nous, on peut donner accès à cette offre-là et dire elle est présente dans tel magasin. Donc allez-y, parce qu'elle est disponible en stock à votre taille. Et via le chatbot, c'est encore plus vivant et réactif. Voilà. Régis, la réalité augmentée à 5-10 ans et votre vraie croyance, votre tendance forte. Bon, la réalité augmentée, je pense que tout a été à peu près dit pour le coup. Alors moi, c'est plus sur les croyances à 5-10 ans. Je pense qu'aujourd'hui, après c'est un Fashion Tech Festival, donc on est là pour parler de techno, mais je pense qu'aujourd'hui, la question que vont se poser tous les retailers, et ils se la posent aujourd'hui, et ça va continuer encore pendant longtemps, si les boutiques existent encore, c'est réenchanter le magasin, comment faire revenir le client, qu'est-ce qui va le décider à venir là et pas dans un autre magasin, pourquoi il ne va pas aller chez le concurrent. Aujourd'hui, avec la fast fashion, tout le monde vend à peu près les mêmes produits dans tous les magasins. Il y aura toujours quelqu'un qui vendra un truc moins cher que vous. Donc comment est-ce que vous faites pour que votre client vienne quand même chez vous? Et donc là, aujourd'hui, moi je pense que ça joue beaucoup sur le fait que les magasins de demain seront des magasins qui auront des curations plus fortes, qui seront tout le temps dans la création d'événementiels, d'exclusivité, de soirées, de lancements spécifiques. C'est le grand retour du concept store versus le magasin hyper mainstream, qui aujourd'hui, les magasins mainstream, il va y avoir dans la fast fashion quelques survivants, mais il y en a beaucoup qui, on le voit déjà aujourd'hui, vont commencer à s'effondrer malheureusement face aux gros mastodontes. Et derrière, face à cette espèce de raz-de-marée, une nouvelle génération de concept stores va se créer pour répondre à des besoins des clients qui sont des besoins plus ponctuels. Donc ça va être des concept stores comme forcément le nôtre, mais comme la Garçonnière à Paris, comme Colette, etc. C'est des comme Merci, c'est des concept stores qui vont continuer à bien vivre parce qu'ils vont avoir une curation spécifique, ils vont faire une vraie expérience aux clients. Et je pense que finalement, c'est ça aussi l'avenir du retail. Bon, merci à vous trois. Juste un mot de conclusion peut-être. Mon mantra, non, moi je crois, et en se mouillant un peu, c'est qu'on ne vendra plus des produits, mais on vendra des services. C'est vraiment qui regroupe un peu pas mal de choses, c'est-à-dire que la data va être super importante, l'intelligence artificielle, pour pouvoir finalement avoir le produit, mais vendre autre chose qui est plutôt de l'ordre du conseil, de l'expérience, etc. C'est la transformation, finalement, l'ubérisation du produit. On ne vend plus des produits, on vend des services demain. Bon, merci à vous trois. On a fait 75 minutes sans une seule fois prononcer le buzzword du moment, Figital, et ça c'est un vrai exploit quand même. Merci à tous et merci de votre attention forte pendant ces moments. Ça continue ici. Merci.
Merci à tous, merci à nos intervenants. C'était très intéressant. Maintenant, on va passer à l'exploration des nouvelles innovations pour le e-commerce, parce que la Fashion Tech, c'est aussi ça. Là, on a parlé de la distribution du magasin de demain. Et là, on va parler de la consommation et aussi de la distribution, bien sûr, parce que c'est lié. Donc, nos intervenants vont arriver. Je vous